Vous écoutez Les derniers Zodiakimas, tome 1, À la recherche des 12. Un livre écrit par Jeannine Bissonnette, Laurence Blanchard et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Les derniers Zodiakimas, tome 1, À la recherche des 12. Jeannine Bissonnette et Laurence Blanchard. À Noémie, Nathan et Lucie, osez rêver. Remerciements. À travers les montagnes russes qu'a été ce projet mère-fille, nous avons appris à dépasser nos limites. Merci tout d'abord à nos conjoints respectifs, Claude et Michael, qui nous ont épaulés, chacun à sa façon, tout au long de ce projet. Merci aussi à Rachel, qui nous a créé une si belle couverture en si peu de temps, et merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont aidés à une quelconque étape de ce long parcours. Un grand merci aux éditions La Plume d'Or, à Marie-Louise Legault et à son équipe qui ont reconnu la valeur de notre histoire dès le départ. La première fois est toujours la plus difficile et qui nous ont bien guidés à travers toutes les étapes. Nous ne voudrions pas passer sous silence le travail incroyable de Samuel et Alexandra qui ont contribué à construire le monde des Zodiakimas. Que de plaisir partagé. Nous espérons que vous aimerez autant que nous la saga des Zodiakimas. À suivre. Jeannine et Laurence. Prologue. Tantiris, 15e année du règne d'Auguste. Si on m'avait dit que je dirigerais une école un jour, je ne l'aurais jamais cru, encore moins des disciples. Pourtant, c'est ce que j'ai fait, et bien plus encore. Le destin est une chose étrange, avoir le pouvoir de voir l'avenir l'est tout autant. C'est à partir du moment où j'ai vu ce jeune homme s'approcher des 12 que j'ai fini par y voir plus clair. Les ténèbres de ma vision représentaient ce garçon, j'en étais certain. Ses yeux noirs n'affichaient aucune émotion. Il se nommait Théodoros et affirmait être né sous le 13e signe. Il disait avoir été guidé jusqu'à moi par un dieu. Peu de gens connaissent l'existence du signe du serpentaire, et si ce qu'il racontait était vrai, il fallait que j'agisse sur le champ. Je me suis aussitôt placé devant mes étudiants, une peur sans nom me tenaillait le ventre. J'ai déclaré au garçon que je voyais une ombre en lui et que pour cette raison je ne pouvais le laisser intégrer nos rangs. Je sentais qu'il pouvait avoir une influence malsaine sur mes élèves et c'était la dernière chose que je voulais. Les dieux qui m'avaient guidé avaient été formels. Le regard de l'adolescent s'est aussitôt enflammé, et comme possédé, il a craché d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne que je le regretterais, qu'il se vengerait dans cette vie ou dans les autres. Je n'ai jamais revu Théodoros par la suite, sauf une fois, plusieurs années plus tard. Ce n'était plus la même personne. Ses yeux étaient passés du noir d'encre au rouge rubis, les yeux rouges de ma vision. Il était accompagné de créatures maléfiques, mi-canines, mi-félines. Théodoros les avait appelées caniphélos. J'étais sans voix. Ma vision se réalisait malgré tout ce que les dieux avaient mis en place pour aider l'humanité. Ce jour-là, j'ai cru apercevoir une ombre derrière cet homme. Il s'agissait d'une tête de chien avec de longues oreilles pointues et dressées. Pourtant, Orius du Bélier a affirmé, après l'affrontement, qu'il avait la conviction qu'il s'agissait d'un chacal. Avec le temps, mes disciples avaient appris à maîtriser leurs dons et la magie. Nous avions fait notre devoir, et bien plus encore. Malgré la destruction du village et la perte de quelques amis dont nous pleurons toujours la mort, nous avons pu éradiquer les caniphélos. Du moins, pour cette fois, ce registre contient le récit de tout ce qui s'est passé pour nous dans notre lutte contre ces monstruosités. Les générations futures pourront y consigner leur histoire à leur tour. Ces informations, je l'espère, vous aideront vous aussi. De plus, nous vous laissons divers artefacts, lesquels seront essentiels lors des combats à venir contre les forces du mal. Il en va de même pour la prophétie, telle que dictée par les dieux. Pour ceux qui savent la lire, elle est inscrite sur le zodiaque qui orne le plafond de la salle dédiée à Osiris, dans le temple d'Hathor. Un jour, lorsque tout ceci sera derrière nous,
vous pourrez raconter au peuple du monde entier ce que nous, défenseurs de l'humanité, avons fait pour les protéger. Puissent les dieux vous guider afin que le mal retourne là d'où il vient. Et n'oubliez jamais que ce n'est que tous ensemble que nous vaincrons. Claudius Ptolémée. Houle du Zodiaque, mars 2017. Confortablement installé dans mon fauteuil, je savoure un café bien mérité. Sur mon bureau, devant moi, repose le registre de Ptolémée. J'ai passé toute la matinée à le relire, pour la 100e fois au moins. Ce vieux livre aux pages jaunies et fragiles, usé par le temps, témoigne des exploits de 11 générations de maîtres et de zodiakimas sur près de 2000 ans d'histoire. Tout à coup, la sonnerie de mon téléphone retentit. Je saisis mon cellulaire. C'est Richard. Dès que j'appuie sur la touche, je suis assailli par une multitude de bips assourdissants. Je suis obligé de crier pour me faire entendre. « Richard, veux-tu bien me dire c'est quoi ce vacarme ?» C'est les voyants de détection, Michael. Ils se sont encore mis à sonner. Attends une minute, je vais baisser le son. Tiens, c'est bien mieux de même. Malgré la dizaine d'années passées avec nous aux États-Unis, Richard n'a rien perdu de son fort accent québécois. Est-ce que c'est encore une fausse alarme? Je pense pas, non, répond Richard qui tape toujours sur son clavier, à la recherche de ce qui avait déclenché l'alerte. J'ai arrangé les paramètres d'après les croquis et les descriptions du registre. Je suis sûr que c'est pas des baleines à bosse, cette fois-ci. What the... Quoi? Tu ferais mieux de venir checker par toi-même. Au cas, j'arrive tout de suite. Je me lève et sors de mon bureau pour me rendre à l'endroit où mon filleul passe le plus clair de son temps. Est-ce possible, après tout ce temps et tout l'argent investi, que nos efforts portent enfin leurs fruits? Le dédale de couloir du manoir n'a plus de secret pour moi. Aussi, en quelques minutes, je franchis la porte qui mène au sous-sol. Après avoir enfilé la volée de marche d'un pas rapide, j'accède à la salle des technologies sur ma droite, identifiée dans une écriture stylisée « Cerveau au travail ». C'est le bureau de Richard. Comme toujours, la porte est ouverte. Combien de fois lui ai-je dit de garder la porte fermée? Comme toujours, il n'en fait qu'à sa tête. Des voyants lumineux placés au-dessus de la rangée supérieure des écrans fixés sur le mur du fond, devant l'entrée, clignotent et donne à la pièce une teinte rougeâtre. Richard, assis devant les écrans, se retourne dès qu'il m'entend arriver. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» lui demandai-je d'une voix essoufflée. « Le radar a repéré des formes bizarres, Michael. J'étais en train de zoomer pour avoir une image plus claire de la chose quand une deuxième alarme est partie, puis une troisième. C'est pas normal, ça. »« Explique-moi, » dis-je en m'approchant rapidement. Il y a du mouvement dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien et dans le Pacifique en même temps, m'explique Richard, en retirant son casque d'écoute qu'il fait glisser dans son cou, pour ensuite se mettre à taper sur les touches du clavier à toute vitesse. Continue. Regarde ici, m'indique mon interlocuteur en pointant l'écran. C'est dans l'Atlantique. Attends une minute. Je rapetisse la cible. Je pars le capteur. Maintenant, voyons voir. Bon. Il est fixé. Calice, il y en a donc ben. On n'a pas vraiment une bonne idée de quoi ils ont l'air, mais je peux dire que ça, c'est pas des baleines. Je laisse échapper un soupir. Richard et moi ne pouvons ignorer le dos noir lustré d'une dizaine de créatures qui nagent dans les eaux agitées de l'océan. À l'opposé des baleines, elles semblent demeurer en surface à quelques mètres les unes des autres, mais aucun point de repère ne permet d'en estimer la taille. Active le scan 3D, Richard, de même que l'échelle numérique. Ainsi, on sera fixé. Après quelques minutes de frappe sur le clavier, un autre écran s'allume et une image des créatures en 3 dimensions y apparaît. Ça y est, c'est reparti. Je respire à fond pour m'encourager. Ce que j'ai toujours pressenti semble se confirmer. Ça m'a tout l'air d'être des canifelos. On dirait que finalement la G11 n'a pas réussi à en détruire la source, m'exclamai-je en fixant l'écran des yeux. La prophétie avait raison, 12 générations. Après avoir agrandi l'image, Richard, surpris, s'écrie « Waouh, ils font bien plus peur que sur les croquis du registre, hein? On dirait qu'ils sont comme
Comme améliorer, ça serait le bon mot, je pense. T'as raison. Décuirassé, il me semble. Et t'as vu la corne qu'ils ont sur le nez? On n'est pas les seuls à avoir utilisé la technologie, à ce qu'on dirait. Allez, du travail nous attend, beaucoup de travail. T'as noté leurs coordonnées GPS? Ouais, répond Richard avec enthousiasme. Je l'ai fait avant que tu me le demandes. Parfait. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Dis-je en accompagnant mes paroles d'une bonne tape amicale sur son épaule. Ne les perds pas de vue pour l'instant, le temps de lancer la reconnaissance thermique spécifique. Pendant que Richard s'exécute, je ferme brièvement les yeux. Les pages où Ptolémée confessait ses états d'âme quant à la tâche que les dieux de l'Antiquité lui avaient assignée me viennent aussitôt à l'esprit. Je partage certains d'entre eux. Pourtant, une détermination que j'ignorais posséder m'envahit, une certaine fébrilité aussi. C'est vrai que tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant m'a préparé à devenir maître à mon tour. Je me retrousse les manches, je suis prêt. Richard, c'est le moment d'ouvrir à nouveau les portes de l'Académie. Nous devrons réunir les nouveaux Zodiakimas. Il faut prévenir tout le monde. L'heure est venue. T'es sûr qu'on va les trouver, même après ce qui s'est passé avec ceux d'avant? Je dois avouer que la question m'a déjà effleuré l'esprit. D'après ce qu'a écrit mon grand-père dans le registre, tous les Zodiakimas de la G11 et leurs enfants ont été assassinés ici même, sur l'île du Zodiaque. Tous sauf Mathieu, le bélier, et sa famille. Malgré toutes les tentatives, son collier demeure introuvable. Mais puisque les Cannifelos sont bien là, j'imagine que les Zodiakimas le seront aussi. En tout cas, je l'espère. Je ne voudrais pas avoir à éliminer toutes ces créatures moi-même. Les autres générations n'ont jamais pu découvrir d'où venaient ces monstres. Non, mais ça pourrait changer. Avec les satellites et l'informatique, on peut faire des miracles. Je dois aller vérifier quelque chose. On se reparle tout à l'heure. Je me dirige vers la sortie. J'avais déjà franchi le seuil quand Richard m'interpelle. « Hé, mais comment on va faire pour les retrouver, les Zodiakimas? Je te rappelle qu'il y a plus de 7 milliards d'humains sur Terre. » D'après le registre, ces jeunes ont entre 14 et 22 ans. On pourra les reconnaître grâce à la tache de naissance qu'ils ont sur le bras. Elle représente leur signe du zodiaque. Je ne sais pas ce qui déclenche un nouveau cycle, mais ils sont présents chaque fois que les Cannifelos menacent. Ça a toujours été comme ça. Les récits des générations précédentes indiquent que dans un premier temps, les Cannifelos sont attirés aux Zodiakimas comme les papillons de nuit au lampadaire. Mon intention est de suivre ces créatures maléfiques à la trace et de les abattre avant qu'elles ne s'en prennent à nos futurs protégés. Ça va demander du timing et beaucoup d'intuition. OK, mais il reste un problème, me signale Richard, les doigts posés sur ses lèvres, position qu'il adopte toujours quand il réfléchit. Ah oui? Quel problème? Où est-ce qu'on a foutu les clés? Quelles clés? Déjà concentré sur les diverses stratégies à mettre en place pour mener à bien cette quête, je n'ai aucune idée de ce à quoi Richard fait référence. Ben, les clés de l'Académie peut-être. J'éclate de rire. Ce cher Richard, les détails techniques, c'est bien lui. Il rit à son tour. C'est probablement Barbara qui les a. T'inquiète pas, je m'en charge. Mais pour en revenir à nos moutons, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais-moi signe s'il y a du nouveau. Richard acquiesce, non sans afficher une petite moue amusée. Il replace le casque d'écoute sur sa tête et retourne à son clavier. Je le laisse à sa tâche et m'en vais m'acquitter de la mienne. Voilà, c'est parti. Finalement, toutes ces séances de méditation n'auront pas été vaines. Extrait du journal de Michael Hakim. Chapitre 1. Sagittarius. Son chapeau de cow-boy sur la tête, Serena traversa le couloir sur la pointe des pieds, déterminée à profiter de cette belle journée estivale. Elle tenait ses bottes dans ses mains gantées de peau de daim et tentait par tous les moyens de passer inaperçue devant le bureau où travaillait sa mère. Pour se changer les idées, la jeune femme de 17 ans avait décidé de faire de l'équitation, car même si l'été ne faisait que commencer, elle était déjà blasée.
Dès qu'elle eut dépassé la porte du bureau, elle entendit sa mère l'appeler. « Serena ?»« Oui, maman, » lui répondit l'adolescente en prenant bien soin de rester hors de sa vue. « Je vais à l'écurie, d'accord ?»« Bien, la voiture est là. Ne rentre pas trop tard, » ordonna Megan sur un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Avant que Serena ne franchisse la double porte de la demeure familiale, elle se fit interrompre de nouveau par l'appel impératif de sa mère. « Attends, viens ici !» Serena fit demi-tour et passa la tête dans l'encadrement de la porte. « Oui ?» demanda-t-elle, tout sourire. « Qu'est-ce que tu portes ?» s'enquit Megan, qui surveillait les moindres faits et gestes de sa fille aînée. « Mes vêtements d'équitation, maman », indiqua Serena, sans trop se dévoiler. « Laisse-moi voir », insista Megan, après avoir senti de l'hésitation dans sa voix. Dans un soupir, la jeune femme avança d'un pas pour se placer devant l'ouverture de la porte. Sa mère l'inspecta de la tête aux pieds avant d'ajouter une moue désapprobatrice à ses sourcils froncés. « C'est quoi cet accoutrement? Pourquoi es-tu si peu vêtue? »« Peut-être parce qu'il fait chaud. Tu n'as pas remarqué que le soleil brille? Où est ton uniforme de cavalière? » Serena soupira à nouveau. Sa mère ne comprenait jamais rien. Pourquoi faire une scène à cause d'une simple camisole et des jeans? Elle ne pouvait pas s'habiller normalement pour une fois. « Tu ne vas tout de même pas m'empêcher d'y aller comme ça? Tu as pensé au paparazzi? » Serena prit une profonde respiration afin de maîtriser son exaspération. Après quoi, plus rebelle que jamais, elle défia sa mère du regard et riposta. « J'en ai assez que tu me dictes sans cesse ce que je dois faire. Premièrement, je m'habille en western si je le veux. Tu ne vas quand même pas me forcer à porter le veston noir et la culotte blanche toute ma vie. Deuxièmement, pourquoi prendre la limousine? L'écurie est juste à côté. » La limousine familiale, qui attendait constamment devant la porte, servait à tout membre de la famille qui devait se déplacer. Serena trouvait cette lubie maternelle ridicule et cherchait, chaque fois que possible, à y échapper. « Tu connais le règlement, Serena. »« Pourquoi la limousine quand je peux y aller à pied? Tu exagères, maman. »« C'est comme ça. Ce n'est pas pour rien que les vitres sont teintées, tu sais. » « Mais si je prends le petit sentier derrière la maison, je ne risque pas de tomber sur des paparazzis, voyons. Ils ne me verront même pas sortir, et tu sais aussi bien que moi que c'est plus rapide par là que par la rue. » « Elle a raison, maman, » intervint Jamie, la cadette, qui venait d'apparaître dans l'escalier. « Laisse-la vivre un peu. Elle a presque 18 ans. Dans plusieurs mois. Dieu merci, c'est encore loin. »« Hé, ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Je vais juste faire de l'équitation. Ce n'est pas comme si je me rendais en ville. » Sur ce, l'ado détala malgré les cris répétés de sa mère. « Serena, Serena, viens ici tout de suite. Serena » et la porte claqua. « Elle est partie, » lança Jamie en riant. « Ce n'est pas grave, maman. Elle reviendra bientôt et tu pourras la punir. » « Ah, les enfants, je vous jure » s'écria Megan, incapable de maîtriser sa colère et sa frustration. « Je vais faire les boutiques. Cela me fera le plus grand bien. » Cela dit, elle agrippa son sac à main et quitta le bureau. Elle voulut donner ses consignes à sa Benjamine, mais celle-ci avait déjà disparu. La petite était retournée à ses livres, beaucoup plus intéressants que les sautes d'humeur de sa mère. Serena arriva à l'écurie au pas de course et fut accueillie par une série de hennissements sonores. La tête de plusieurs chevaux dépassait des fenêtres aménagées sur le mur extérieur. Ils avaient déjà reçu leur ration matinale de céréales, ainsi qu'un léger brossage, et attendaient patiemment d'être conduits au paddock pour la journée. Serena s'approcha du box de Golden Arrow, puis lui caressa les naseaux. Ce geste banal réconforta la jeune femme, en plus de dissiper les tensions accumulées. C'est à ce moment qu'elle prit conscience jusqu'à quel point ces altercations de plus en plus fréquentes avec sa mère l'exaspéraient. Cette situation ne pouvait plus durer, mais que faire pour y mettre fin? « Ça te dirait une petite balade ?» Le cheval répondit d'un mouvement de la tête.
Son calme retrouvé, Serena entra dans l'écurie et croisa l'assistant du palefrenier, un dénommé Hardy. « Avec ce soleil radieux, il me semblait bien que tu voudrais faire une balade aujourd'hui. Ton cheval est prêt. Il reste plus qu'à le seller. »« Merci, Hardy. » L'homme la salua, puis retourna à sa tâche. Serena alla chercher son licou mauve accroché au mur à côté de la porte et le plaça sur son avant-bras avant d'entrer dans le box pour l'enfiler sur la tête de son cheval. De sa main libre, elle caressa le flanc de son ami. Elle avait toujours adoré sa robe palomino qui lui avait valu son nom. Elle guida ensuite le grand étalon dans l'allée où elle s'apprêtait à le seller, lorsqu'une voix familière l'interpella. « Serena ?» La cavalière se retourna et vit sa meilleure amie à l'entrée de l'écurie. Elle tenta bien un sourire, mais celui-ci s'effaça rapidement. « Salut, Kellyanne. »« Oh, ça n'a pas l'air d'aller, toi. La marâtre a encore fait des siennes. C'est quoi cette fois-ci? »« Je te jure, elle m'a fait la leçon parce que je porte une camisole. »« Vraiment? Elle n'a pas vu le temps qu'il fait? Avec toute la pluie des derniers jours, ce soleil est le bienvenu. » Quand va-t-elle se rendre compte que je ne suis pas la petite princesse qu'elle voudrait que je sois? N'y pense plus. J'étais en train de lire dans ma chambre lorsque je t'ai aperçu dans le petit sentier. Alors, je suis venu te retrouver. Je comptais faire une promenade. Tu m'accompagnes? D'accord, je vais chercher à quoi, mais il faudra faire attention. Quoi? Mais tu sais bien que je fais toujours attention. Non, je ne parle pas de ça. Il faudra faire attention aux loups. C'est quoi cette absurdité? Il n'y a plus de loups par ici depuis longtemps. Tu n'en as pas entendu parler hier soir, au bulletin de nouvelles? Les fermiers des environs ont rapporté que depuis une semaine, il y avait des disparitions d'animaux et qu'à certains endroits, ils avaient retrouvé des bêtes à moitié dévorées. M. Brown, lui, disait qu'il lui en manquait une dizaine. Tu n'as rien entendu à ce sujet? C'est qui, M. Brown? Et puis, tu sais bien que mes parents n'écoutent jamais les infos. M. Brown, c'est notre voisin. Il lui manque une dizaine de moutons. Ils ne peuvent pas avoir tout simplement disparu. D'accord, d'accord. Nous serons prudentes, concéda Serena. Allez, va chercher à quoi? Après la dispute avec sa mère, l'adolescente n'avait pas envie de s'embrouiller avec sa meilleure amie, même si elle était persuadée que les médias exagéraient un peu. Des loups? Vraiment? Dans la campagne londonienne? Voilà des siècles qu'il n'y avait plus de loups au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer? Kellyanne courut vers le box d'Aqua. La jument tirait son nom du bleu de ses yeux, une couleur assez rare pour un Appaloosa léopard, dont la robe gris clair tachetée noire faisait la fierté de sa propriétaire. Son père avait rapporté ce cheval peu commun d'un de ses nombreux voyages aux États-Unis et le lui avait offert pour son 12e anniversaire. Après avoir préparé leur monture, les deux amies les enfourchèrent et partirent au galop à travers champs. Avec aisance, elles enjambaient les bosquets et les fossés et mettaient à rude épreuve leurs habiletés de cavalières. Ses cheveux blonds ambrés au vent, Serena se sentait enfin libre. L'histoire de la disparition d'animaux se trouvait bien loin dans son esprit. Non loin de là, dans un boisé, deux jeunes hommes traquaient une proie. Ils avaient laissé leur voiture de location sur l'accotement et avançaient maintenant côte à côte dans la direction indiquée par leur téléphone. Au cas, le GPS indique bien la dernière position transmise par Richard, laissa entendre le premier. Ça veut dire qu'il devrait être dans le coin. Cherchons des pistes ou des indices, tu veux? Mon nez me dit... Soudain, un bruit suspect résonna dans le vallon. « Chut! T'as entendu? » demanda l'autre adolescent en levant la main pour faire taire son ami. « Bien sûr que mes oreilles ont entendu. Pour qui tu me prends? Allons voir. » Sans attendre, il courut vers la source du bruit, son camarade sur les talons. Ils débouchèrent bientôt sur une succession de prairies rocailleuses parsemées de fleurs sauvages, séparées les unes des autres par des fossés boueux. L'animal qu'ils traquaient se trouvait à l'extrémité de la première parcelle. La truffe au vent illumait l'air comme un chien en quête d'une odeur particulière.
Dans le pré voisin, Serena et Kelly-Ann s'étaient arrêtés quelques instants pour faire boire les chevaux. Elles profitèrent de cette pause bien méritée pour se tremper les pieds dans l'eau fraîche de la petite rivière qui serpentait tout au bout du domaine. Assise sur une grosse roche qui lui servait de quai, Serena admirait le ciel aussi bleu que ses yeux. Elle songeait à ce qu'elle pourrait faire ce jour-là si sa mère la laissait en paix. Du tir à l'arc, du karaoké, danser, lire ou jouer à des jeux vidéo? Toujours la même chose, se désola-t-elle. Je commence déjà à en avoir assez des vacances. Les prunelles bleu pâle de son amie rencontrèrent les siennes, ce qui la fit sortir de ses pensées. « Qu'est-ce que tu as, Rena ?» s'enquit Kelly-Ann en arquant ses sourcils épilés. « Le soleil brille, nous partageons du bon temps, personne ne nous embête. Quoi demander de plus? Cette journée ne te satisfait-elle donc pas? » « Bien sûr que si, c'est juste que tu ne trouves pas ça ennuyant, toi, les vacances? »« Quoi? Tu plaisantes, non? Elles viennent à peine de commencer? » Soudain, des cris et un grognement retentissant vinrent troubler la quiétude de cet endroit d'habitude si paisible. « C'était quoi, ça? »« Les loups !» cria simultanément Kelly-Ann, horrifiée. D'un calme déconcertant, guidé par un instinct de profond, Serena se contenta de répliquer qu'il ne s'agissait pas de hurlements de loup. Sans rien ajouter, elle enfourcha son cheval et partit au galop pour voir ce qui se passait de l'autre côté du petit bois qui séparait leur terre de celle du domaine voisin. Son inlassable curiosité la mettait souvent dans des situations délicates, d'où la réticence de Kelly-Ann à la suivre. En revanche, il était hors de question de laisser sa meilleure amie affronter seule la situation. Lorsqu'elles sortirent du couvert des arbres, les deux filles n'en crurent pas leurs yeux. « Mais c'est quoi ce truc tout droit sorti des enfers ?» questionna Serena, les yeux exorbités. Un animal monstrueux qui atteignait presque la taille du squelette de l'allosaure que Serena ne se lassait pas d'admirer lorsqu'elle se rendait au Natural History Museum de Londres, s'en prenait à deux individus qui le combattaient. Envahis d'une frénésie meurtrière, les deux guerriers d'une autre époque, vêtus de drôles d'armures faites de cuir et de métal, tentaient d'abattre la gigantesque créature, l'un avec une lame recourbée, l'autre à l'aide d'une simple épée. « Où sont les caméras et l'équipe de tournage ?» fut la seule question que l'esprit logique de Kelly-Ann arriva à formuler. « Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, ce n'est pas du cinéma. » Serena se dépêcha de sortir son téléphone et tapota sur les touches de son écran à toute vitesse. « Tu es folle ou quoi ?» s'énerva Kelly-Ann. Les deux mains sur les rênes, la jeune femme peinait à maintenir sa jument qui piaffait d'effroi. « Tu cherches ce monstre sur le net ?» s'affola-t-elle. « Évidemment. C'est peut-être une espèce qui n'a pas encore été découverte. Si je m'approche davantage, ce serait parfait pour prendre une photo. » La créature cauchemardesque alliait la morphologie d'un canidé, d'un félin et d'un rhinocéros. Cet étrange animal au pelage noir comme la nuit et aux yeux rouge sang avait la tête et les crocs acérés d'un loup. Sa longue queue, dont l'extrémité se terminait par un amas touffu de poils, battait l'air comme celle d'un chat en colère, tandis que ses pattes, musclées et agiles, rappelaient celles d'une panthère. La cuirasse qui recouvrait son corps était constituée de plusieurs plaques distinctes, bordées d'épais replis de peau caractéristiques sur ses flancs et à la base de son cou. Pour terminer, une corne d'un blanc étincelant, légèrement recourbée et tranchante, se dressait tel un sabre à la base de son museau. « Tu crois que c'est le moment de jouer au paléontologue recherchiste ou je ne sais quoi ?» paniqua Kelly-Ann. À son grand désarroi, Serena ne l'écoutait déjà plus. « Tu as perdu la tête ou quoi ?» continua Kelly-Ann. « Arrête, c'est trop dangereux. »« Ça va, ne t'inquiète pas, » tenta de la rassurer son amie, comme hypnotisée. Serena avait l'impression que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait une créature semblable. Malgré les avertissements de Kelly-Ann, elle continua d'avancer en guidant son cheval à l'aide de ses jambes, ses mains trop occupées avec son téléphone. À l'autre bout de la prairie, le monstre la remarqua.
Il releva la tête en signe de défi, puis, la gueule béante, poussa un terrible rugissement dans sa direction. Aussitôt, Golden Arrow prit peur et se cabra. Comme elle ne tenait plus ses rênes, Serena fut projetée vers l'arrière. Désarçonnée, elle se frappa durement la tête contre le sol pierreux et s'évanouit. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le cheval doré avait détalé à la suite d'Aqua, qui s'enfuyait à bride abattue avec Kellyanne sur son dos, qui, elle, tentait par tous les moyens de reprendre le contrôle de sa monture. Le prédateur gardait ses yeux rouge sang rivés sur la jeune femme inconsciente à l'autre bout de la prairie. Sans crier gare, il exécuta un bond spectaculaire par-dessus le guerrier devant lui, qui, dans un geste instinctif, s'accroupit pour le laisser passer. « Hé, mais Cody, qu'est-ce que t'as fait, bon sang? Le but, c'est de l'achever, pas de le faire fuir !» cria son frère en se lançant à la poursuite du monstre. « Quoi, j'ai rien fait, moi ?» riposta Cody en se relevant. « Mais attends-moi, gros plein de soupe. »« C'est à moi que tu parles comme ça? »« Te gêne surtout pas, » répliqua le jeune homme qui courait hors d'haleine, son arme bien relevée devant lui. « Voyons, Max, c'est à notre cher ami que j'adressais ces belles paroles. » Après avoir rattrapé son frère, Cody redoubla de vitesse pour rejoindre le monstre en premier. Malgré tous leurs efforts pour attirer l'attention du Caniphélos, la bête n'en avait que pour sa proie inanimée. Serena, qui revenait tranquillement à elle, se demandait bien ce qu'elle faisait au sol et quelle était la raison de tous ces cris. Avant de trouver les réponses à ces questions, elle sentit une haleine fétide au-dessus d'elle. Elle n'eut que le temps de rouler sur le côté afin de s'esquiver des pattes du monstre qui tenta de l'agripper au passage. Dans son élan, elle dévala la pente d'un petit fossé boueux, ce qui lui permit de s'éloigner considérablement du prédateur. Lorsqu'elle se releva et qu'elle sortit à quatre pattes du fossé, les garçons s'en prenaient déjà à la bête. Pour en finir au plus vite et éliminer l'ennemi, les deux frères devaient jouer le tout pour le tout. C'était le moment idéal pour mettre à profit les cascades apprises récemment à l'académie. « On fait le saut de la mort qui tue », suggéra Cody. Sans s'arrêter, il s'élança, exécuta un saut périlleux avant et atterrit à califourchon sur l'encolure de la créature. Au même moment, Max effectua une glissade contrôlée entre les pattes du monstre digne d'un joueur de baseball professionnel. Les pieds devant, il tenait sa lame acérée bien relevée qui entailla le tendre abdomen du cuirassé. Cody ne fit ni une ni deux. L'affrontement se termina avec un coup porté sous la collerette, dans la partie vulnérable de la nuque de l'animal. Le Caniphélo se désintégra aussitôt dans un grand jet de lumière multicolore, et le guerrier du dessus tomba sur celui du dessous, recouvert du sang poisseux et du dernier repas de la bête. Tout ceci s'était passé en quelques secondes, sous le regard fasciné de Serena. « Hé, tu pourrais pas t'enlever? Tu m'écrases. Qu'est-ce que t'es lourd? »« Wow, tu sens bon. Quand t'es-tu lavé pour la dernière fois? » « Ah, très drôle, » ironisa l'aîné, tout sale. Tout à coup, Maxime prit conscience qu'ils avaient complètement oublié les consignes de Michael, leur mentor. Combien de fois le directeur leur avait-il répété qu'ils devaient à tout prix identifier le Zodiakima avant de tuer le Caniphélos? Venait-il de compromettre leur première mission? « Allez, dégage !» hurla Max, plutôt mécontent de la tournure des événements. Son frère se mettait rarement en colère, mais poussé à bout, il se transformait en véritable tempête. Le ton qu'il avait employé indiquait au cadet qu'il avait dépassé la limite. « Ça va, pas besoin de pousser, je me lève. » Cody obtempéra et ajouta plus pour lui-même alors qu'il replaçait son épée dans son fourreau. « Ce que tu peux être, rabat-joie, c'était une joke, man, juste une joke. » L'aîné ignora ce commentaire futile et se releva à son tour. En rangeant son arme, quelque chose au sol attira son attention. « Qu'est-ce que c'est ça ?» murmura-t-il en ramassant ce qui restait d'un amalgame de métaux et de plastique. « Voulez-vous bien me dire ce que c'était que cette chose? Et où est-elle allée? Et vous, qui êtes-vous? »
Et qu'est-ce que vous faites ici, habillé en guerrier ?» Les deux frères se retournèrent vers la source de toutes ces questions et se mirent à rire en chœur. Une jeune fille recouverte de boue de la tête aux pieds se tenait devant eux, les deux mains sur ses hanches. « Et mon téléphone » râla-t-elle. « Vous avez vu mon téléphone ?» Dans un éclair jaune et brun, les combattants firent disparaître leurs lames et leurs armures en murmurant des paroles incompréhensibles. La jeune femme les dévisagea, bouche bée. L'indignation avait fait place à l'étonnement. Le cadet s'avança d'un pas, une main tendue vers l'avant. Il retint ensuite son geste et s'essuya les mains sur le dos de son frère, qui grimaça de dégoût. « Wesh !» lâcha-t-il en esquissant une grimace de dégoût. « C'est vraiment dégueu, ce truc. »« Hé, tu vois pas que j'en ai assez? La prochaine fois, c'est toi qui seras en dessous. »« Impossible. Avec les épées qu'on a, c'est ce qu'il y a de plus efficace. » Les sourcils froncés, le plus vieux dirigea vers son frère un regard qui en disait long. « J'ai perdu mon téléphone lorsque je suis tombé de mon cheval, » poursuivit la jeune femme en s'approchant d'eux. « L'auriez-vous aperçu? » « Ça doit être ça, » répliqua Max en ouvrant la main. « Désolé, mais il n'en reste plus que des miettes. » Dommage, j'avais réussi à prendre cette bête en photo. « Tu ne l'as pas mise en ligne, j'espère? Je veux dire, la photo, sur le net. » Serena le regarda d'un air interrogateur. « C'est que, pour notre sécurité, tout ceci doit rester secret. Je veux dire, on ne doit en parler à personne, à part ceux qui sont concernés, évidemment. » En définitive, Max, intimidé par celle qui lui faisait face, avait beaucoup de difficultés à exprimer clairement sa pensée. L'autre lui vint aussitôt à l'aide et fit les présentations d'usage. Il s'agissait de deux frères, répondant au nom de Cody et Maxime Adams. Cody tenta d'expliquer aux témoins de la scène ce qui s'était passé et pourquoi ils étaient là. « Je ne comprends rien à ce que tu racontes, Cody. Les trucs magiques, ça n'existe pas. Pourtant, je sais ce que j'ai vu, » riposta Serena, qui n'en revenait tout simplement pas. Dans son empressement, l'adolescente, qui s'était déplacée de quelques pas, remarqua le dernier repas du monstre, qui reposait tout près d'eux, un mouton à moitié digéré. Elle eut peine à réprimer un haut-le-cœur, mais son esprit vif lui ramena en mémoire le bulletin de nouvelles dont Kelly Ann avait fait allusion un peu plus tôt. « Ha 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 ha! Je le savais bien que ce n'étaient pas des loups qui avaient mangé ces pauvres moutons. »« Kelly Ann ne me croira jamais, » marmonna-t-elle. Elle avait commencé à essuyer la boue sur ses bras lorsque Max y aperçut une marque en forme de flèche noire. « Hé, attends un peu, c'est quoi sur ton bras, là? »« Quoi? »« La marque. »« Quelle marque? » s'étonna Serena, persuadée qu'elle s'était blessée. « Là !» répéta Max en pointant le haut de son bras. « Ah, ça, un tatouage de la dernière mode !» fanfaronna la jeune femme tout sourire devant l'air sévère des garçons. « Mais non, ce n'est qu'une tache de naissance. Je l'ai depuis toujours. Plutôt jolie, tu ne trouves pas? » Mu par une pulsion soudaine, Max releva sa courte manche et s'écria « Tu trouves? Que penses-tu de la mienne ?» Sur le haut de son bras droit se trouvait une tache qui ressemblait à un yo-yo. Le sourire de défi plaqué sur son visage fut vite remplacé par un rouge qui lui monta aux joues. Aussitôt, Cody se lança à sa rescousse. « Hé, les amis, je ne voudrais pas déranger votre petit concours, mais je crois qu'on devrait discuter de tout ça dans un endroit un peu plus sécuritaire. » Au même moment, du bruit en provenance du boisé les fit sursauter. Les deux garçons, sur le qui-vive, portèrent la main à leur collier, mais rien de dangereux n'apparut. « Ah, Kelly Ann, c'est toi » soupira Serena soulagée. Une fille, plutôt jolie, chevauchait un cheval dalmatien. Elle tenait les rênes d'une bête dorée qui, la tête basse, suivait derrière. La scène semblait si irréelle que Max et Cody étaient subjugués. « Le monstre est parti à ce que je vois. Quelle horrible bête !» s'exclama Kelly Ann, saisie d'un frisson qui secoua sa chevelure noire de jais. « Je suis bien contente de te retrouver en un seul morceau, Serena. Toi qui manquais d'action, tu en as eu plein la vue, j'imagine. »
Sa voix était encore teintée d'effroi, mais la pétulance prit rapidement le dessus à la vue de l'état de son ami. « Je dirais même que tu y as goûté un peu, » ajouta-t-elle en riant. « Ce n'est rien, juste un peu de boue, » répondit Serena en prenant les rênes de son cheval. « Et 1 ou 2 escargots, on dirait, » constata Kelly Ann, qui du bout des doigts délogeait les petites bestioles des cheveux de son ami. « Tu vas me présenter? » « Les gars, voici Kelly Ann, ma meilleure amie. Ma chère Kelly, tu as devant toi Maxime et Cody, 2 chevaliers du Moyen-Âge, ou quelque chose du genre. »« Salut !» lança tout bonnement Kelly Ann, sans prêter attention aux qualificatifs que Serena avait employés, habituée à ses excentricités. La cavalière accompagna ce simple mot d'un remarquable sourire et d'un petit signe de la main. « Dites donc, vous ne trouvez pas que cela sent mauvais par ici ?» fit-elle remarquer en humant l'air à petits coups. De son point de vue, elle ne pouvait apercevoir les restes du mouton, puisque Max et Cody étaient placés juste devant. « On dirait qu'une charogne traîne dans le coin, » nota-t-elle. « Tu n'as pas idée, » murmura Serena. « Merci d'avoir récupéré Golden Arrow. On devrait y aller à présent. » Cela dit, elle s'apprêtait à poser le pied dans l'étrier lorsque Max s'écria « C'est important, Serena, il faut que tu comprennes ce qu'on est venu faire ici. Ta vie en dépend. » « Serena, qu'est-ce qu'il raconte ?» s'enquit Kelly Ann, alarmée. « Ne t'en fais pas, ce n'est rien, je te le dirai tout à l'heure. »« C'est vraiment important, Serena, » insista Max. Celui-ci s'était approché de Golden Arrow pour en attraper la bride. Le regard de Serena croisa le sien. Ce n'étaient pas des paroles en l'air, il semblait vraiment inquiet. « D'accord, » consentit-elle. « Venez chez moi. Tout cet exercice m'a creusé l'appétit. Un brin de toilette ne me fera pas de tort non plus. C'est fou comme je pue. »« Et moi donc ?» marmonna Maxime. Serena donna son adresse à Cody, qui la nota sur son téléphone, et tous convinrent de se rencontrer une trentaine de minutes plus tard. Chapitre 2. Léo. Assis au volant d'une petite décapotable rouge, Maxime n'en revenait toujours pas. Comment avait-il pu oublier les consignes de Michael? Et quelle était cette rage meurtrière qui s'était emparée d'eux? Le Zodiakima du lion se demandait si son frère avait fait les mêmes constatations que lui. Sûrement pas. Tout ce qui importait à Cody, c'était d'abattre le plus de canifelos possible. Ça et les filles. « Hé, Max, réveille! Tu roules du mauvais côté. Une chance que ces routes de campagne sont désertes. »« Ben quoi? Je voudrais bien t'y voir, toi. »« Arrête de rêvasser. On est bientôt arrivé. C'est par ici. Prends cette route-là. » Maxime s'engagea sur la petite route bordée d'arbres, indiquée par son copilote. Au bout de 2 minutes, Cody, qui supportait à grand-peine la puanteur de son frère, se tourna vers lui. « Mais ça pue vraiment la mort. J'en peux plus. Qu'est-ce que ça aurait été avec le VUS? Les fenêtres baissées n'auraient pas suffi. Au moins, avec cette voiture de voiture, on a de la classe. »« La ferme, tu veux ?» maugréa Max, qui en avait assez des babillages de son frère, en plus d'être exaspéré qu'on lui remémore chaque 5 minutes qu'il puait la tripe de canifelos. « Regarde, c'est là, » indiqua Cody, le doigt pointé vers sa gauche. « Hé, t'as vu? Il y a plein d'autres gars dans les voitures garées sur le bord de la route. Je me demande ce qu'ils font là. » En effet, au moins une dizaine de voitures étaient rangées de chaque côté de l'étroit chemin de campagne. Armés d'appareils photo, d'enregistreurs ou de calepins, leurs occupants semblaient être sur le point d'envahir une forteresse. Les 2 frères s'arrêtèrent devant un immense portail noir à l'allure austère, caractéristique des châteaux anglais. Au-delà se trouvait un superbe manoir. « Non, mais c'est pas des tout nus, on dirait. »« Surveille tes paroles, frérot, » répliqua Max. Soudain, le portail s'ouvrit comme par enchantement, et les 2 garçons comprirent que les habitants de cette maison savaient qu'ils étaient arrivés. L'automobile de location s'engagea dans l'allée et s'immobilisa devant la gigantesque demeure. Sur la droite, un petit lac invitant bordait la propriété.
Maxime se mourait d'envie de s'y jeter pour se défaire de l'horrible odeur qui lui collait à la peau, mais une douche serait beaucoup plus convenable, jugea-t-il. Sur la gauche, le manoir était niché tout près d'un petit boisé qui contrastait avec l'énorme vide de la campagne environnante. C'était la première fois que Maxime admirait ce genre d'architecture. À New York, on ne trouvait rien de semblable. Même le manoir sur l'île du Zodiac, qui ressemblait davantage à une villa grecque, n'était pas à la hauteur de cette merveille. Dès le premier regard, l'adolescent fut captivé. La pierre grise et les formes rectilignes de ses balcons et de ses fenêtres en façade lui donnaient une apparence austère et plutôt virile, qui n'était pas sans rappeler l'architecture gothique. Cependant, la tour principale, la dentelle sur les toits et les fenêtres en ogive de l'immense pignon en saillie équilibraient le tout. Maxime, qui s'imaginait tout à coup en preux chevalier d'un autre temps venu rejoindre sa princesse, fut rapidement ramené à la réalité par l'appel de son frère. « Allez, viens !» Jusque-là, Cody s'était contenté de regarder son aîné contempler, complètement immobile, la maison de Serena. Or, lui avait plutôt hâte de revoir la jolie Kellyanne. Il asséna une bonne claque dans le dos de son frère pour le sortir de sa rêverie, et tous deux se dirigèrent vers l'immense porte d'entrée. Le cadet ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les étoiles qui commençaient à éclore dans les yeux de Max. « T'es sûr que tu t'es pas trompé ?» demanda celui-ci alors que son cœur battait à tout rompre. « Nope, c'est bien l'adresse que Serena m'a donnée. » Cody pressa sur la sonnette, puis Kellyanne en personne vient leur ouvrir. « Ah, vous voilà !» s'exclama-t-elle en les laissant entrer. « Suivez-moi. » Max ferma la porte derrière lui. L'immense entrée se prolongeait en un large couloir dont le sol en marbre noir était d'une propreté impeccable. Une collection de tableaux de toutes sortes ornait les murs tout autour. Le jeune homme se demandait quelle famille pouvait bien posséder une telle demeure. Malgré son amour de l'art, Cody, lui, n'avait d'yeux que pour la jeune fille qu'il suivait. De longs cheveux noirs, de beaux yeux bleu clair, des formes et des courbes parfaites, des lèvres aussi pulpeuses que celles des belles actrices d'Hollywood, la peau qu'on devinait aussi douce que de la soie, un teint doré légèrement bronzé, une poitrine ni trop grosse ni trop petite. En plein son genre de fille. Kellyanne les conduisit dans un petit salon avec vue sur la cour arrière et les magnifiques jardins qui l'entouraient. « Asseyez-vous, Serena va bientôt arriver. Elle m'a chargé de m'occuper de vous en attendant. Vous avez sûrement faim ou soif peut-être. Vous n'avez qu'à vous servir, indiqua la jolie fille en désignant une table garnie de fruits, de fromage, de canapés, de croustilles et de diverses boissons douces ou chaudes. Faites comme chez vous. C'est gentil de votre part, la remercia Cody en se servant. Oh, j'allais oublier. Maxime, tu peux utiliser la salle de bain pour te refaire une beauté, ajouta Kellyanne en faisant un clin d'œil au principal intéressé. Marche tout droit, ensuite va à droite, encore à droite, à gauche, tout droit, et enfin à droite. Nous t'avons laissé des vêtements propres et un sac. Tu n'auras qu'à déposer les tiens à l'intérieur. Ce sera plus pratique pour les ramener chez toi. Merci, rougit Maxime, qui emprunta la direction indiquée avec en tête une image mentale du labyrinthe à parcourir, soulagé de se défaire enfin de cette odeur gênante. Maintenant seul avec Kellyanne, Cody engagea aussitôt la conversation, impatient d'en connaître un peu plus sur cette fille. Sous la douche, Maxime ne put s'empêcher de penser à leur première rencontre avec un canifélos. Cet épisode remontait à déjà presque un an. Cody avait insisté pour qu'ils investiguent des mouvements insolites dans Central Park. En y réfléchissant bien, ils avaient été attirés par le canifélos de la même façon que cette bête ne pensait qu'à atteindre son zodiakima. La même chose semblait s'être reproduite ici. Par chance, Serena était arrivée avant qu'ils ne fassent disparaître le monstre. Dire qu'ils avaient trouvé le zodiakima du Sagittaire. Max sourit. En plus, elle était plutôt jolie. Ils devraient discuter de tout ça avec le directeur et, la prochaine fois, mieux contrôler leurs impulsions. Une fois sortis de la douche,
Il inspecta les vêtements qui dégageaient une légère odeur de musc posés sur une petite table. Il y trouva un jean usé et un polo vert qu'il revêtit, mais se rendit vite compte que le polo était un peu trop grand pour lui. Sans en faire tout un plat, il haussa les épaules en se disant que ce chandail appartenait peut-être au grand frère de Serena. Il quitta enfin la salle de bain, son sac rempli de vêtements sales à la main. De retour dans le couloir, il observa de nouveau les murs, fasciné par ce qu'il voyait, et entreprit d'explorer un peu les lieux tout en retournant vers la salle de séjour. Il espérait que son don Juan de petit frère saurait faire preuve d'une certaine retenue envers la belle Kelly Ann. Le Zodiakima se mit en route, excité à l'idée d'admirer les merveilles de cette maison. Du plus loin qu'il se souvint, il avait toujours adoré l'histoire. D'ailleurs, son frère le taquinait constamment à ce sujet. Il affirmait que son histoire ne servait qu'à endormir les enfants. « Ah, c'est toi » lança une voix qu'il reconnut d'entre mille. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Maxime se tourna aussitôt vers Serena, qui affichait un sourire éclatant. « En fait, je me suis perdu, » mentit-il pour éviter de passer pour un fouineur. « Comme c'est mignon, » murmura Serena. « Au fait, ce polo te va bien. Il met tes yeux en valeur. »« Merci. Pour les vêtements ?» balbutia Maxime, un peu gêné de la situation. « C'est beau ce que tu portes, toi aussi ?» Serena baissa les yeux sur sa propre tenue. Elle avait troqué sa camisole et son jean contre un short et un chandail mauve orné d'une flèche encochée dans un arc. Si sa mère la voyait, sourit-elle, elle serait scandalisée. « Sagittaire, n'est-ce pas ?» l'interrogea son invité. « Vraiment cool ton chandail. »« Oui, c'est mon t-shirt préféré. Ce n'est pourtant pas ce que j'ai l'habitude de mettre. Tu sais, ma mère exige que je porte toujours des tenues plus classiques qui ne sont pas du tout à mon goût. Ma garde-robe en est pleine, si tu savais. » Moi aussi, je connais ça, les mères excessives. La mienne agissait de la même façon avant que j'aille à l'académie. T'en fais pas, ça lui passera. Mais au fait, c'est quoi cet endroit? Je veux dire, c'est une maison incroyable, un peu comme un vieux château, non? C'est l'une des 3 choses que ma grand-mère a léguées à mon père, sa propriété, son nom et les paparazzis. Maxime regarda Serena en fronçant les sourcils, sans trop comprendre le sens de ses paroles. Ma grand-mère était la princesse Margaret. Elle a élevé seule mon père, son 3e enfant. Elle est décédée alors que je n'avais que 4 ans. Je ne me souviens pas vraiment d'elle. Le garçon ne comprenait toujours pas un traître mot de ce que son hôtesse s'acharnait à lui dire. « Tu sais, la petite sœur de la reine Élisabeth II, » crut bon de préciser Serena. « Désolé, » s'excusa Maxime, embarrassé, en se passant la main dans les cheveux. « Je suis américain et je ne connais rien à la monarchie britannique. »« Ah, eh bien tant mieux alors » s'exclama Serena, tout sourire. Les 2 adolescents se remirent à marcher en silence pour retourner à la salle de séjour. Au bout de quelques minutes, Max se tourna vers Serena pour lui demander « Alors, ça fait de toi une princesse ?» Son interlocutrice s'arrêta un moment et fit la grimace, la plus belle que Maxime n'eût jamais vue. Le terme politiquement correct est lady. De toute façon, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais la 25e dans l'ordre de succession au trône. Il faudrait toute une catastrophe pour que la couronne me revienne. Suivie de Maxime, la jeune lady reprit sa route jusqu'à la salle de séjour où Cody était en grande discussion avec Kelly Ann. « Vous voilà, maintenant que tout le monde s'est changé, on peut enfin commencer la réunion. » Maxime, vêtu d'un pantalon identique à celui de son frère, se joignit à lui, tandis que Serena alla s'asseoir près de sa meilleure amie sur le divan. « Allez-y les garçons » lança Kelly Ann en s'installant confortablement au fond du divan. « On vous écoute. »« Cette marque que tu as sur le bras, Serena, » commença Maxime, « c'est celle du Sagittaire, ton signe du zodiaque. L'histoire que nous allons te raconter pourra te sembler incroyable, mais c'est la vérité et surtout notre destinée. Tu as été choisi pour être une Zodiakima, tout comme... » « Vraiment? Choisi ?»
Comment aurais-je pu être choisi? S'étonna Serena d'un air sceptique. Et c'est quoi un zodiatruc? Questionna Kellyanne. Maxime prit une profonde inspiration. Ce ne serait pas facile d'expliquer tout ça à ses filles qui ne cessaient de l'interrompre. Il savait qu'il lui faudrait choisir ses mots avec soin pour convaincre Serena de quitter tout ce confort pour la vie intrépide qu'était celle d'un zodiakima. Premièrement, je vous prierai de garder vos questions pour la fin. C'est déjà assez compliqué comme ça, d'accord? Penaude, les deux filles acquiescèrent de la tête. Zodiakima. C'est le nom qu'on donne aux combattants du zodiaque. Cody et moi, nous sommes les Zodiakima du Scorpion et du Lion. Donc, si je comprends, commença Serena qui s'arrêta aussitôt en voyant Maxime lui faire de gros yeux. Désolé, s'excusa-t-elle à mi-voix en se pinçant les lèvres. En fait, depuis plus de 2000 ans, les Zodiakimas combattent les Cannifelos. Des créatures comme celle qui a failli te dévorer. Me dévorer, se dit Serena, peu convaincue. Il exagère un peu quand même. Ils apparaissent chaque fois que le danger se fait sentir, continua Maxime. Nous sommes la 12e génération de Zodiakimas. Notre ennemi utilise les Cannifelos pour nous traquer et nous éliminer. À l'académie, nous apprenons à les combattre, à entrer en contact avec nos prédécesseurs et à utiliser les armes mises à notre disposition. Notre mission, aujourd'hui, consistait à trouver le Cannifelo. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.